Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Alors j'avais marqué Mesdames et Monsieur le Ministre, mais du coup je vais rectifier, je vais mettre plutôt Madame et Monsieur le Ministre. Chers collègues, voici donc 3 mois que ce gouvernement, nouvelle version du précédent, dont nous ne retiendrons que son échec spectaculaire, est en fonction. 3 mois durant lesquels rien n'est venu démentir le sentiment largement partagé dans le pays d'un pouvoir qui refuse obstinément d'entendre la voix des Français. Le 10 octobre dernier, alors que la nécessité d'un retour aux urnes, celle de redonner enfin au peuple l'occasion de se prononcer sur la politique qu'il souhaite voir mener, s'imposait comme une évidence démocratique, le chef de l'État, une fois de plus, retenu la pire des solutions, celle du déni. En vous désignant à nouveau, Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a choisi de ne tirer aucune leçon de l'échec cinglant de votre premier gouvernement, le plus éphémère de notre histoire, un échec qui aurait dû le convaincre que le socle commun sur lequel il reposait n'est rien d'autre que du sable mouvant. Au terme de ces 100 jours, le constat est sans surprise, il est désastreux. Aucune des attentes exprimées par les Français, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat, de l'immigration, de l'insécurité, de l'accès aux soins, de l'emploi, du logement ou encore de l'éducation, n'a trouvé la moindre réponse crédible. S'il est un sujet qui illustre aujourd'hui avec éclat la situation d'impuissance assumée dans laquelle ce gouvernement s'est enfermé, c'est bien l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Depuis 1999 et le mandat de négociation confié à la Commission européenne par un gouvernement de gauche s'agissant de la France, cet accord est un serpent de mer des relations extérieures de l'Union. Les attentes de part et d'autre sont connues. L'industrie européenne, en particulier allemande, cherche de nouveaux débouchés, une sécurisation de son approvisionnement en matières premières. Les pays d'Amérique du Sud, au premier rang desquels le Brésil, y voient l'ouverture d'un immense marché pour leur production agricole, en expansion constante, favorisée notamment par une déforestation massive. L'agriculture française, nous le savons tous, sera la grande perdante de cet accord. Officiellement, la France s'y oppose depuis des années et fait suffisamment rare pour être soulignée. Cette opposition semblait avoir fait consensus sur l'ensemble du spectre politique, comme en témoignent les nombreuses résolutions adoptées à l'unanimité, ici même et au Sénat. Pourtant, l'opinion publique, elle aussi, est en phase avec cette proposition. 79% des Français soutiennent les agriculteurs dans leur mobilisation contre cet accord. Pourtant, cette ligne, qui pouvait sembler claire, a été brouillée ces derniers mois par une succession de déclarations contradictoires du chef de l'État, se disant dès le mois de juin prêt à signer un accord qu'il jugeait encore quelques mois auparavant inacceptable en l'état. Et pour justifier ce revirement, s'est réfugié derrière un protocole additionnel et ses prétendues mesures de sauvegarde que certains osent présenter comme des clauses miroirs qui n'en sont pas. Dès lors, il est devenu évident que la France, pourtant membre fondateur de l'Union européenne, deuxième puissance économique et second contributeur net, avait choisi la voie du renoncement, renonçant à rassembler une minorité de blocage capable de faire obstacle à l'adoption de l'accord. Rappelons ainsi que si toutes les composantes du spectre politique français affichent officiellement une opposition, aucun parti n'a autant agi contre son adoption que le Rassemblement national, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Car en ce qui nous concerne, pas moins de 52 votes à amendement à ce sujet de la part de nos eurodéputés, contre seulement 13 pour les eurodéputés macronistes. Le camp macroniste se dit contre l'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi le gouvernement de Michel Barnier en 2024 s'est-il opposé à l'examen en séance de la proposition de résolution que j'avais déposée contre le Mercosur ? Pourquoi ont-ils déserté l'hémicycle, vous les macronistes, enfin il n'y a personne, en janvier 2025, lors du vote de nos amendements enjoignant le gouvernement à faire obstacle activement à l'adoption de l'accord? Pourquoi la gauche, qui cherche aujourd'hui à se placer en premier rôle d'opposition à l'accord, a-t-elle voté contre ces mêmes amendements? Cette année, nous avons vu le gouvernement changer encore de discours. Il ne s'agissait plus de rappeler la fermeté supposée de la position française, mais de rassurer sur le contenu de l'accord lui-même. On nous a expliqué que les contingents exonérés ou quasi exonérés de droits de douane étaient marginaux. Près de 100 000 tonnes de bœuf à droit réduit, 180 000 tonnes de volailles détaxées, 180 000 tonnes de sucre. Continuez, écoutez, parce que ce sont des données certainement que vous n'avez pas, donc au moins ça vous fera travailler un peu. Chacun ici sait pourtant, et les représentants des filières concernées vous le confirmeront, que ces volumes suffiront à bouleverser les équilibres du marché intérieur et à tirer les prix vers le bas, dans un contexte où nos filières sont déjà au bord du précipice. Vendredi dernier, le président de la République appréciait être engagé in extremis dans une mise en scène désormais familière du macronisme et du théâtre politique de l'impuissance, a finalement voté contre l'adoption de l'accord par le Conseil européen.
Mais voici donc le récit qui nous est aujourd'hui servi. La France aurait bataillé, tenté de convaincre, échoué, mais maintenu sa position jusqu'au bout. Elle sortirait la tête haute d'une séquence dont l'issue serait désormais scellée. L'accord entrera en vigueur et nos agriculteurs devraient en subir les conséquences. Tout serait perdu sauf l'honneur. Mais la réalité, elle est tout autre. La France n'a rien fait pour bloquer efficacement cet accord. Depuis un an, le Rassemblement national le martèle. La France doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne concernant la scission de l'accord, manifestement contraire au mandat de négociation. Cette scission que nous annoncions et redoutions depuis des années permet de soustraire la partie commerciale de l'accord à la règle de l'unanimité. Sans elle, il n'y aurait pas d'accord Mercosur aujourd'hui. Or, le gouvernement refuse cette saisine, se réfugiant derrière la perspective d'une saisine par le Parlement européen, une saisine que nous soutenons évidemment avec le groupe Patriotes pour l'Europe ayant lui-même déposé une motion en ce sens lundi. En clair, l'exécutif refuse d'aller au bout d'une position que l'on prétend pourtant inchangée. Et ce n'est pas cette sortie honorable qu'attendent nos agriculteurs mobilisés, mais une véritable politique de blocage, par la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, mais aussi par l'utilisation de tous les leviers dont dispose la France, y compris celui du gel de sa contribution nette au budget européen, qui s'élève à près de 10 milliards d'euros par an. De la part d'un gouvernement, la faiblesse n'est pas une excuse, c'est une faute. On nous reprochera encore aujourd'hui de nourrir l'instabilité, c'est exactement l'inverse. En censurant ce gouvernement minoritaire, nous rendons au peuple français le droit de choisir le cap du pays. De nouvelles élections mettraient fin à l'instabilité chronique d'une ligne politique sans colonne vertébrale, maintenue artificiellement par des arrangements partisans dans les couloirs de l'hémicycle. Notre pays est gravement malade. Il continue de perdre son industrie à un rythme alarmant. Avec plus d'une centaine de sites fermés en 2025, les difficultés d'accès au logement s'aggravent alors que nous construisons 2 fois moins que nécessaire. La désertification médicale progresse, transformant l'accès aux soins en parcours du combattant. Signe alarmant de la dégradation de notre système de santé, la mortalité infantile augmente depuis 10 ans. La France est par ailleurs entrée dans l'hiver démographique. En 2025, pour la première fois, il y a eu plus de décès que de naissances. Avec 645 000 naissances, nous atteignons le niveau le plus bas depuis 1945. Notre agriculture, écrasée par des normes plus lourdes qu'ailleurs et abandonnée face à une concurrence déloyale, s'enfonce dans une crise sans fin, aggravée par l'incapacité du gouvernement à anticiper les crises sanitaires, comme le démontre la gestion calamiteuse de la dermatose nodulaire contagieuse. Et l'échec en matière agricole est si manifeste que le gouvernement s'est autorisé à nous imposer un chantage mesquin sur 300 millions d'aides pour faire accepter son budget par ailleurs délétère. Mais si vous teniez tant à ces aides et qu'elles entrent en vigueur tôt, pourquoi ne pas les avoir intégrées à la loi spéciale de décembre que nous avons tous voté? L'insécurité poursuit toujours sa trajectoire mortifère. Les tentatives d'homicide ont presque doublé entre 2017 et 2024. Le chaos migratoire s'aggrave, tandis que le ministre de l'Intérieur reconnaissait cet automne la présence de 700 000 étrangers clandestins sur le territoire. Et enfin, la dette publique, celle-là même au nom de laquelle on nous demande d'accepter tous les renoncements sociaux, atteint désormais 3 500 milliards d'euros. Mes chers collègues, on ne dit pas à un patient gravement malade de revenir dans un an pour commencer à se soigner. Attendre 2027 n'apportera rien à la France. L'année qui nous sépare de la prochaine présidentielle, si elle se poursuit avec ce gouvernement de l'échec, sera une année perdue de plus, ce à quoi personne ici, je l'espère, ne saurait se résoudre. Le constat, pour sévère qu'il soit et sans appel, ce gouvernement n'est pas apte à diriger la France. Monsieur le Premier ministre, vous agitez la mesure d'une dissolution comme un épouvantail, vous pariez sur l'attachement des députés à leur siège plutôt qu'à leur pays. Donc je pense que c'est bon, mais uniquement dans certains coins de l'hémicycle. Mais s'agissant des députés du Rassemblement national, c'est malheureusement évidemment un pari perdant. Pour nous, la dissolution n'est pas une crainte, c'est une chance de sortir enfin la France de l'ornière dans laquelle un demi-siècle de renoncement l'a plongée. Aussi, nous voterons chacune des 2 motions de censure, celle que nous avons déposée ainsi que celle émanant des bancs qui nous font face, ce qui, je le rappelle bien évidemment, et c'est une évidence, n'a rien d'un vote d'adhésion, un discours politique. Une motion de censure n'a qu'un objet, faire tomber un gouvernement qui ne mérite pas la confiance de la nation. Nous avons toutefois appris, sans aucune surprise, certains groupes sont appelés à jouer leur rôle de supplétif du bloc gouvernemental, puisque selon les directives de M. Faure et de M. Retailleau, les députés des groupes socialistes et de droite républicaine devront s'abstenir de voter les motions qui sont présentées aujourd'hui. Certains d'entre vous auront peut-être le courage de se défier de ces consignes d'appareil pour joindre leur vote au nôtre, et si tel est le cas, vous aurez au moins le mérite de la cohérence entre vos convictions et vos actions, et les discours de justification n'y changeront rien. Refuser de voter aujourd'hui la censure, c'est soutenir ce gouvernement de l'échec et du renoncement.
Ne laissons pas un jour de plus notre pays dans cette paralysie. Ayons le courage de retourner devant le peuple français à qui nous n'avons rien à cacher. Votons la censure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée.